Le ministère de la Défense a pour mission principale la défense des intérêts de la Côte d'Ivoire, protéger les populations, mais aussi faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit en bonne intelligence, en bon voisinage avec les pays qui l'entourent. Pensez-vous que l'armée ivoirienne est suffisamment prête pour faire face à toutes sortes de menaces? La Côte d'Ivoire peut se vanter au jour d'aujourd'hui d'avoir une des meilleures armées de la sous-région. Je ne serai pas excessif en disant la meilleure armée, je dis on peut se vanter d'avoir la meilleure armée de notre zone ouest africaine de par la qualité des hommes. Monsieur le ministre d'État, est-ce que vous pouvez nous donner l'assurance, s'il vous plaît, ici et maintenant, à tous ces jeunes qui sont ici, que vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour nous protéger, pour protéger la jeunesse, pour protéger les Ivoiriens? Parce que nous autres, nous n'avons que la Côte d'Ivoire et nous n'avons nulle part où aller. Je peux vous rassurer, ma soeur, ma fille, nous faisons tout pour que ce climat qui a prévalu depuis de nombreuses années puisse encore se maintenir pendant longtemps. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de vivre ce qu'elle a vécu en 2011. Faites-nous confiance. Nous œuvrons à faire en sorte que les choses se passent au mieux. Bonjour à tous et bienvenue sur Focus Côte d'Ivoire, la chaîne qui éclaire sur l'action publique. Face aux défis sécuritaires, la Côte d'Ivoire poursuit ses efforts pour garantir la paix et la quiétude des Ivoiriens sur toute l'étendue du territoire national. Pour en savoir davantage, nous avons l'honneur et le privilège d'être en compagnie de Monsieur le ministre d'État, ministre de la Défense, Monsieur Télé Birima Ouattara, qui est avec nous. Merci Monsieur le ministre d'État d'être avec nous et merci encore une fois d'accepter l'invitation de la jeunesse. Je ne serai pas seul à cette tâche, j'ai la lourde responsabilité, moi et mon ami, Dumondé, de relayer les questions des jeunes sur les questions de sécurité et de défense. Bonjour mon ami Dumondé. Bonjour. Alors Bonjour. Les jeunes sont là. Ok. Et ils souhaiteraient évidemment en savoir davantage sur ce qui a été déjà entrepris et puis les enjeux sur les questions de défense. Alors bonjour Monsieur le ministre d'État. Bonjour. Bienvenue encore. Vous l'imaginez, les jeunes ici sont très enthousiastes à l'idée d'échanger avec vous et nous pensons que cet échange sera un moment de qualité que nous allons partager avec un aîné, un père. Alors pour vous permettre de bien vous installer dans cet échange, je voudrais que vous nous expliquiez, Monsieur le ministre d'État, en quelques mots, quelles sont les fonctions régaliennes dévolues à la défense, quel est le périmètre d'action et quelles sont vos tâches au quotidien pour que les jeunes puissent comprendre la fonction du ministre d'État, ministre de la Défense? Écoutez, je voulais vous remercier de votre présence ici ce matin au camp Thomas d'Aquin. Ce camp a été baptisé au nom de Thomas d'Aquin, premier chef d'état-major des armées ivoiriennes en février. Initialement, c'était le 43e BIMA sous autorité française. Et dans le cadre du désengagement des troupes françaises en Afrique, nous avons pu obtenir de la partie française de nous rétrocéder de ce camp. Donc c'est un grand plaisir pour nous de vous accueillir ici ce matin et vous dire que la défense est un département important dans la vie de la nation, un département important au niveau de la gouvernance du pays. Quelles sont les fonctions qui sont dévolues à la défense? Les fonctions sont de diverses sortes. Bien sûr, il y a la défense des populations, la défense des biens et des populations qui vivent sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire. Principalement cette fonction. Et aussi donc une fonction que je dirais de moralisation de la vie publique. Ce sont des choses que les gens ne connaissent pas suffisamment, mais aussi nous avons le devoir d'être des exemples pour donc, les Ivoiriens. Donc je dirais principalement, le ministère de la Défense a pour mission principale la défense des intérêts de la Côte d'Ivoire, protéger les populations, mais aussi faire en sorte que la Côte d'Ivoire soit en bonne intelligence, en bon voisinage, avec les pays qui l'entourent. Voici ce que je peux dire, je m'en dis. Merci beaucoup, Monsieur le ministre d'État. Nous allons maintenant rentrer de plein pied dans la phase des échanges avec les jeunes. Et on va commencer par le premier intervenant,
Il s'agit de M. Kone Mohamed de Cocody qui est venu spécialement pour échanger avec vous. J'ai 32 ans. Je suis formateur spécialiste en entrepreneuriat. Monsieur le ministre d'État, il faut dire que depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, la mer ivoirienne a changé de visage. Qu'est-ce qui a été fait de manière concrète? Également, face aux enjeux technologiques actuels, pensez-vous que la mer ivoirienne est suffisamment prête pour faire face à toutes sortes de menaces? Merci Kone. D'abord, pour parler de ce qui a été fait, il faut donc savoir d'où on vient. En 2011, je pense que la moyenne d'âge ici est de, si je peux me tromper de 25 ans à peu près. Et il y a 15 ans de cela, nous avons hérité d'un pays qui était dans une situation particulière. Des militaires en exil, des équipements complètement obsolètes ayant disparu, inexistants à la limite, et une désorganisation parfaite de la chaîne de commandement. Il fallait essayer de corriger tout cela, et je dois dire que ça a été une tâche extrêmement difficile. Qu'est-ce qui a été fait pour essayer de corriger tous ces dysfonctionnements? Le président de la République a pensé qu'il fallait rattacher le ministère de la Défense à la présidence. En son temps, nous avions un premier ministre qui était nommé, qui était en même temps ministre de la Défense. La primature dépendant de la présidence, cela va sans dire que donc le ministère de la Défense était de fait rattaché à la présidence pour fluidifier les décisions émanant du président de la République quant à la gestion de l'armée de Côte d'Ivoire. Première action. Deuxième action, c'était de faire en sorte de pouvoir unifier les deux armées. Vous aviez donc deux armées qui se sont combattues. Il fallait donc les mettre ensemble, ce qui n'était pas aisé. Et c'est là que je voudrais quand même rendre hommage aux chefs d'état-major qui ont eu cette lourde tâche. Vous avez le général Soumaïla Bagayoko, d'une part. Ensuite est venu le général Touré Sekou, qui ont œuvré de toutes leurs intelligences pour essayer de mettre les uns et les autres ensemble. Leur cadet, actuellement chef d'état-major des armées, le général Doumbia Lansina, va dans ce sens. Et nous pensons avoir réussi à mettre ensemble les deux armées. Première chose. Deuxième chose, il fallait demander aux militaires qui s'étaient exilés du fait de la crise de pouvoir regagner leur pays pour les mettre en confiance. Ceci a été fait. Beaucoup sont rentrés. Je dirais pratiquement tous sont rentrés. Il y a quelques-uns encore qui sont encore en exil, pour des raisons qui ne sont pas justifiées, d'autant plus qu'il y a une loi d'amnistie qui a à la limite gracié toutes ces personnes. Troisième élément de correction, il fallait renouveler carrément les équipements et le matériel militaire. C'est vrai, vous ne pouvez pas imaginer ce qui a été fait de l'existant. Il n'y avait plus d'existant en réalité. Et il fallait faire des investissements importants pour remettre les forces armées à niveau. Mais je peux vous dire aujourd'hui, sans me tromper, que grâce au président de la République, beaucoup a été fait. La Côte d'Ivoire peut se vanter au jour d'aujourd'hui d'avoir une des meilleures armées de la sous-région. Je ne serai pas excessif en disant la meilleure armée, je dis on peut se vanter d'avoir la meilleure armée de notre zone ouest africaine, de par la qualité des hommes. Parce qu'après la réunification des deux armées, il fallait donc aller à un plan de formation. Nous avons un plan de formation qui est assez important, que ce soit en local, que ce soit à l'étranger. Nous avons des pays amis qui nous aident beaucoup en matière de formation, que ce soit localement avec les États-Unis, que ce soit en France avec les Français, en Angleterre, en Hollande, en Belgique. Partout, tous ces pays se sont mobilisés pour apporter un soutien important à la Côte d'Ivoire et ceci donc porte les fruits. Nous avons, je dirais, aujourd'hui une armée que je qualifierais de bien formée, de républicaine et vraiment une armée responsable. Ceci est important, une armée responsable.
Voilà donc, je connais ce que je peux dire par rapport à votre interrogation. Monsieur le ministre d'État, avec votre permission, dans l'une de vos interviews accordées à nos confrères, vous avez dit « L'armée se distingue par la formation des hommes ». Et à vous entendre, c'est une belle satisfaction aujourd'hui de voir notre armée. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire, sans risque de se tromper, à 100% qu'on est prêt à tous les niveaux, monsieur le ministre d'État? Écoutez, j'ai toujours dit qu'une armée bien formée, c'est une armée, comment dirais-je, qui est prête à remplir les missions qui lui sont confiées. Ceci est très important. Parce que vous voyez, je le pense, nous avons connu des mutineries jusqu'en 2017. Nous venions d'une situation donc, de belligérance entre deux armées. Les armées n'étaient pas encore unifiées. Et nous avons connu quand même beaucoup donc, de mutineries, au moins 2 mutineries entre 2014 et 2017. Ceci est dû au fait que nous avions donc eu au sein de notre armée des personnes qui n'avaient pas connu donc, de formation de base et que nous sommes employés à former depuis. C'est important la formation parce que une armée qui n'est pas formée est une armée, comment dirais-je, qui est livrée à elle-même. Et ceci est très dangereux. C'est pour cela que je mets un accent particulier sur la formation, parce que la formation est au début de tout. Il faut qu'on arrive à faire en sorte que nous puissions responsabiliser chaque élément de l'armée de Côte d'Ivoire. Comme vous pourrez le constater, il y a beaucoup moins de bavures. Beaucoup moins de bavures. Des militaires, des gendarmes qui vont donc voler, qui vont donc tirer des coups de feu dans des maquis, des choses comme ça. Ce sont des choses qu'on ne voit pratiquement plus. Tout simplement parce qu'il y a une formation, il y a une discipline qui a été instaurée et que les uns et les autres essaient donc de suivre pour leur bien, je dirais ainsi. Voilà, monsieur, ce que je peux dire à cette question. Merci, monsieur le ministre d'État. Merci, monsieur le ministre d'État, pour ces belles explications. Nous allons passer à notre prochain intervenant. Il s'agit de monsieur Zian Gaël de Yopougon. Monsieur le ministre d'État, Asseo. Merci. Je suis de l'Ouest, j'ai 32 ans, gestionnaire des ressources humaines de formation. J'ai 2 préoccupations. La première, monsieur le ministre d'État, on dit de l'armée quelle est la grande muette. Que devons-nous retenir concrètement dans cette expression? Ça, c'est la première. La seconde, au vu des rumeurs, des intox, la désinformation qui sont relayées ça et là sur les réseaux sociaux, ne pensez-vous pas que cette grande muette devait plutôt parler à sa jeunesse, à la jeunesse que nous sommes? Je vous remercie, monsieur le ministre. Merci, cher jeune frère, la grande muette, effectivement. C'est l'appellation consacrée quant aux armées. En fait, elle n'est pas aussi muette que vous le pensez. Parce que quand même, quoi qu'on dise, nous avons des canaux de communication. Nous avons des canaux de communication pour nous faire connaître et aussi pour diffuser aussi des messages de moralisation. Je le disais tout à l'heure, l'armée a quand même un rôle de moralisation. Comme vous pourrez le constater, chaque année, il y a ce qu'on appelle des journées portes ouvertes au niveau de la gendarmerie qui consacrent un peu, qui donnent l'occasion donc à des jeunes de pouvoir donc aller sur le théâtre donc, des casernes militaires pour s'inspirer de ce qui est fait en caserne. Ceci est important, ça permet donc d'avoir un contact avec des éléments de gendarmerie, des éléments de l'armée pour savoir ce qui est fait. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, peut-être que vous ne le savez pas, nous avons quand même des services de communication au niveau de l'armée. Nous avons des services de communication. Vous voyez souvent donc des messages qui sont faits au niveau de l'état-major des armées. Vous avez donc des messages qui sont faits par ailleurs. Et puis nous intervenons beaucoup aussi sur donc, les réseaux sociaux pour essayer, donc, parce que je sais que vous les jeunes, vous êtes des amoureux des réseaux sociaux et c'est l'axe de communication le plus important au jour d'aujourd'hui. Nous avons pensé qu'il était important que nous puissions avoir une présence sur les réseaux sociaux et nous essayons d'être présents sur les réseaux sociaux, ce qui est important. Donc la grande muette, c'est une appellation, mais la réalité est autre parce que nous sommes assez ouverts. La preuve, pour vous montrer notre ouverture, je vais faire peut-être une discrétion. Vous savez, nous avons réhabilité au sein donc, de l'état-major l'hôtel des armées. Mais l'hôtel des armées est ouvert à tout le monde. J'ai encore rencontré le directeur du commissariat des armées hier qui est venu me faire un point financier, qui me disait en substance que, en fait, cet hôtel des armées est beaucoup plus fréquenté par donc des civils que des militaires. Pour vous dire que vraiment, nous sommes ouverts, nous
nous vous sommes vraiment ouverts. N'hésitez pas, vous avez donc des préoccupations, allez-y à l'état-major pour poser vos préoccupations. Il y a des choses que vous ne comprenez pas, dirigez-vous vers l'état-major. Je peux vous rassurer que vraiment, nous ne sommes pas aussi muets que vous le pensez. Merci. Merci, Monsieur le ministre d'État. On poursuit toujours dans les questions avec notre troisième intervenante. Il s'agit de Mademoiselle Kone Sarah Fatoumata. Fota madame, monsieur le ministre. Fota madame. Merci d'être avec nous. J'ai 2 questions à vous poser. Permettez-moi de vous poser la première. Savez-vous que bon nombre de jeunes vous appellent photocopie? Si oui, pouvez-vous nous dire ici d'où vient ce surnom? La seconde question est de savoir quelle est la contribution de l'État au-delà de ses missions régaliennes dans le livre. De la défense, c'est ça? La contribution de l'armée. De l'armée. La contribution de l'armée au-delà de ses missions régaliennes dans le livre aussi. Ben écoutez, photocopie. Je ne saurais vraiment vous le dire moi-même. Je sais que mon ami aîné Ali Koulibaly qui a été à l'origine de quelque chose comme ça, photocopie. Vraiment, je ne saurais vous dire d'où vient cela. Alors, mais j'ai une anecdote à vous raconter. On se retrouve un jour à l'appartement de mon frère et on s'apprêtait à sortir. Et il y a la première dame, Mme Ouattara, qui vient me prendre par la main. Chérie, allons-y. Et puis elle me regarde, elle dit, mais tu n'es pas à Alassane. Bon. Vous pouvez faire ça en off, hein. C'est juste pour informer donc les jeunes frères. Je ne saurais vous le dire, bon, les gens parlent de ressemblance, de très forte ressemblance avec le président de la République, ce qui fait qu'on m'appelle photocopie, mais je ne saurais vous dire vraiment d'où ça vient cette appellation. Alors, qu'est-ce que nous avons à proposer à la population ivoirienne? Une des choses, au-delà donc de la mission, la première mission qui nous a assignée, qui est donc de protéger les biens et les populations, c'est de se rapprocher des populations à travers des actions que nous appelons des actions civiles et militaires. Vous voyez ce qui s'est passé lorsque nous avons créé la zone opérationnelle Nord. C'est cette zone de près de 3000 personnes qui sécurise le nord de la Côte d'Ivoire contre donc, le terrorisme. Il y a eu beaucoup de problèmes au début, pour la simple raison que nous faisions donc venir des personnes qui n'étaient pas donc du terroir, et ceci était difficile pour les populations. Et donc les militaires étaient dans leur rôle de militaires, et c'était vraiment difficile. Il n'y avait pas de communication, il y avait des cloisonnements qui étaient assez importants, c'était vraiment difficile pour tout le monde, et pour les militaires et pour les populations. Alors l'état-major a réfléchi en disant, écoutez, pour essayer de pacifier les relations entre ces deux entités, les militaires et les populations, il fallait créer des actions civilo-militaires. Tout y passe. Que ce soit donc faire des forages, que ce soit construire des dispensaires, que ce soit faire donc des séances donc, de vaccination, de tout ce qui s'ensuit. Nous sommes suffisamment équipés au niveau donc, de l'armée pour essayer de faire un certain nombre, de poser un certain nombre d'actions. Et c'est ce que nous avons fait. Ça a mis les populations en confiance. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ça? Ce sont les populations qui étaient les premières à nous informer de tout ce qui n'allait pas dans leur environnement. On voit telle personne dans un champ un jour qui n'est pas du village. Ils viennent vers le responsable de l'armée en disant « Ah, nous avons vu telle personne, mais cette personne n'est pas du village. » Donc du coup, ça a créé une relation de confiance entre les populations et les militaires qui étaient partis pour sécuriser donc, cette zone-là. Cela fait partie donc, des missions aussi de l'armée, de faire en sorte de mettre les populations à l'aise. Et ce que nous faisons aussi, nous essayons donc dans la mesure de nos moyens de créer donc ce genre d'environnement. Je vais aller plus loin pour vous dire que toujours dans le cadre de la professionnalisation de l'armée, peut-être qu'on va y arriver, mais nous avons fait des investissements assez importants en matière d'équipement, de BTP. Nous avons un projet qu'on appelle le projet GOF, pour lequel on a acquis donc, du matériel, donc, que ce soit des bulldozers, que ce soit des bennes, que ce soit donc, des pelleteuses, enfin un certain nombre d'équipements pour lesquels nous formons donc, des militaires qui donc, vont reprofiler des routes au profit des communes, au profit des conseils régionaux, au profit des populations, qui vont construire donc, des bâtiments à usage d'école, de dispensaires, ainsi de suite, pour que nous n'ayons pas donc, des éléments qui soient oisifs.
L'oisiveté est aussi une difficulté dans la gestion des hommes de l'armée. Et donc tout ceci participe à faire en sorte que nous ayons donc une communion d'intérêts, une relation privilégiée avec les populations. Tout ceci participe de cela, mademoiselle. Merci, monsieur le ministre d'État, encore. On poursuit toujours avec Madame Cissé Sarr Lidianou. Je suis très heureuse d'être avec vous ce matin. J'ai 32 ans, je suis conseillère en insertion professionnelle et communicatrice. Monsieur le ministre d'État, j'ai une préoccupation, celle de savoir si le secteur de la défense est un secteur pourvoyeur d'emploi. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés mais qui ne savent pas comment s'y prendre, quelles sont les conditions. Et est-ce que ce secteur-là nourrit convenablement son homme? Par ailleurs, quelles sont les mesures incitatives que vous mettez en place pour attirer davantage de femmes dans ce secteur? Merci, monsieur le ministre d'État. Si l'armée de Côte d'Ivoire ouvre ses portes à la jeunesse, je dirais oui. Je peux vous dire que depuis 2022, nous avons entrepris un plan de recrutement d'une dizaine de milliers de jeunes de 18 à 25 ans, avec quelques objectifs. Nous avons, en ce qui concerne l'armée, la pyramide des âges qui était inversée. Je veux dire qu'il y avait beaucoup plus donc, de sous-officiers subalternes que de militaires du rang. Ce qui n'est pas bien. Au contraire, il doit y avoir beaucoup plus de militaires de rang que donc de sous-officiers subalternes. Corriger ce premier dysfonctionnement. Deuxième objectif visé, il était question de faire en sorte que nous commençons à professionnaliser notre armée. Et pour ce faire, les recrutements sont ciblés. Vous avez un peu de tout. Des électriciens, des mécaniciens, des informaticiens. Vous avez un peu de tout. Lorsqu'on ouvre donc ces concours, nous ciblons un certain nombre de profils que nous allons employer dans l'armée pour professionnaliser l'armée. Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, nous sommes soucieux d'offrir à la jeunesse ivoirienne un environnement qui puisse, comment dirais-je, l'amener à travailler dans un environnement qu'il connaît déjà. Quand on a une formation, le tout c'est de pouvoir donc mettre sa formation au profit de son pays. Et c'est ce que nous essayons de faire. Nous avons un plan d'embauche qui continue encore. Je pense que nous allons être à près de 8 000 à peu près. L'année prochaine encore, nous allons y aller pour au moins 2 à 3 000 encore, pour essayer donc de recruter le maximum de jeunes Ivoiriens et les intéresser à la chose de l'armée. Si ça nourrit son homme, bien sûr que ça nourrit son homme. C'est vrai que nous ne sommes pas riches, mais nous essayons quand même de faire en sorte que les jeunes que nous recrutons soient dans les meilleures conditions de vie, c'est-à-dire la vie en caserne. Nous avons entrepris un plan de renouvellement donc des casernes, un plan important de renouvellement des casernes, des conditions de vie. Moi, quand je suis arrivé à la tête de la défense, j'étais très soucieux de l'alimentation au niveau des armées. Et j'en ai fait un point d'honneur. Je peux vous dire que depuis donc 2021, avril 2021, que je suis à la tête de l'armée, il m'a été signalé 2 fois des dysfonctionnements dans la restauration dans 2 casernes. Sinon, partout ailleurs, les choses se passent merveilleusement bien. Ceci est très important. Parce que, en fait, vous savez, il faut offrir à ces jeunes le minimum, si je peux dire ainsi. Voici des personnes qui savent, comment dirais-je, qu'en apprenant, comment dirais-je, ce métier, ils risquent leur vie. Ils risquent leur vie. Et pour ce faire, il faut les mettre à l'aise. Les mettre à l'aise, c'est quoi? C'est au moins leur donner, comment dirais-je, un pécule qui leur permet de vivre décemment avec leur famille. S'ils sont en caserne, c'est de bien les entourer, de leur donner les conditions de vie normales en caserne, ainsi de suite. Et puis aussi, ce qui est le plus important, c'est de leur procurer des équipements qui leur permettent au moins de ne pas être à la merci de n'importe quel coup de feu. Nous avons pensé qu'il était important de commencer par ça. C'est ça le plus important. Il faut quand même commencer par l'homme. Parce que c'est l'homme qui est appelé donc à gérer tout ceci. Il faut commencer par l'homme. Et nous avons pensé qu'il était de notre devoir de privilégier l'homme dans la gestion de l'armée. Et c'est ce que nous faisons. Merci, madame. Il y a la question des mesures incitatives pour les femmes. Depuis quelques années, ça ne date pas de longtemps, les femmes font leur entrée au niveau des armées. Ça commence à prendre.
Ça commence à prendre, et vraiment, on vous y encourage fortement. L'armée, ce n'est pas une affaire d'hommes. Vous avez des femmes qui sont donc à des niveaux de responsabilité. Même ici en Côte d'Ivoire, vous avez des femmes qui sont colonel-major. Vous avez même une femme qui a été générale, paix à son âme, Akissi, qui nous a quittés il y a 2 ans. Donc ça veut dire que ce n'est pas une charge gardée des hommes. Il faut que vous, les femmes, vous puissiez dire à vos soeurs, allez-y, il y a de la place, vous pouvez vous faire valoir, vous pouvez donc créer des conditions de respect de la gente féminine. Ceci est important aussi. Je vous y encourage fortement, madame. Merci, monsieur le ministre d'État. Pour continuer dans cette veine de l'employabilité qui intéresse beaucoup de jeunes, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la Côte d'Ivoire a une vision d'une industrie militaire? Est-ce qu'on peut imaginer une Côte d'Ivoire à court ou à moyen terme qui fabrique des armes avec les technologies du moment, qui met à contribution les ingénieurs, les jeunes dans les domaines des technologies? Est-ce qu'il y a cette vision-là pour la Côte d'Ivoire avec vous? Écoutez, je dirais que je suis très partisan de cette vision, pour la simple raison qu'il faut qu'on y arrive. Moi, j'encourage toutes les volontés, toutes les initiatives dans ce sens-là. J'ai été parrain d'une sortie de l'ESATIC, cette école qui forme des jeunes ingénieurs. Et quand je suis sorti de là, j'ai été tellement émerveillé que j'ai pris contact avec des amis marocains. Et j'en ai choisi 10, que j'ai envoyé faire une formation spéciale au Maroc. Je ne vous dirai pas dans quel domaine. Ils se sont montrés les meilleurs au cours de la formation. Il y avait plusieurs pays. Pendant 18 mois, ils se sont montrés les meilleurs. Les 10 ont été les meilleurs. Cela veut dire que nous avons tellement de potentiel dans ce pays. Vous les jeunes, vous ne pouvez pas savoir quel potentiel vous représentez dans ce pays. Il faut que vous puissiez oser. Il faut que vous osez. Ceci est très important. Il faut que vous osez. Que des industries, d'équipements militaires, ce sont des choses qui sont possibles. Mais il faut que vous puissiez donc oser et que nous puissions vous accompagner. C'est vrai, vous me direz, c'est pas facile, je comprends. Nous avons dédié un ministère de la jeunesse pour prendre en compte donc, tous les problèmes que les jeunes peuvent rencontrer. Mais dirigez-vous vers ce ministère. Proposez donc des choses. Moi, j'ai reçu l'autre jour un jeune Ivoirien qui fabrique des voitures. Il est venu me faire une proposition que l'armée de Côte d'Ivoire puisse acheter ces voitures. J'ai instruit mon chef d'état-major du cabinet militaire, j'ai dit mon directeur de cabinet militaire, de prendre attache avec le monsieur pour voir comment est-ce qu'on peut aller avec lui. Ce sont des choses à encourager. Je pense que vous avez un potentiel, mettez-le en valeur. N'ayez pas de complexe, sortez de vos cocons, essayez donc d'aller vers les autres pour essayer de montrer quelque chose. On veut faire ceci, est-ce que vous pouvez nous aider à faire cela? C'est possible qu'on crée une industrie militaire en Côte d'Ivoire. Nous avons des propositions dans ce sens, que ce soit avec les Sud-Africains. Les Sud-Africains se proposent de faire des chaînes de montage ici en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est attrayante. Les Israéliens se proposent de faire des chaînes de montage en Côte d'Ivoire, mais ce n'est pas suffisant de faire des chaînes de montage. Il faut que nous-mêmes, nous puissions donc mettre en œuvre la technologie. C'est ça qui est le plus important pour nous. Voici ce que je peux dire sur ça. Merci, monsieur le ministre d'État. C'est des très belles perspectives. Nous allons continuer notre série d'échanges avec le prochain intervenant. Il s'agit de monsieur Yaobi Boris, qui nous vient de la commune du Plateau. Monsieur le ministre d'État, encore une fois, bienvenue. Je suis particulièrement honoré de m'adresser à vous en pareille circonstance. J'ai 30 ans, je suis juriste conseil d'entreprise et ma question est la suivante. Face aux menaces internes et externes, monsieur le ministre d'État, qu'attendez-vous de la jeunesse ivoirienne? Écoutez, ce que je peux dire, c'est que, vous savez, nous sommes entourés par des pays qui malheureusement sont sous le joug du terrorisme, que ce soit le Mali, que ce soit le Burkina. Et l'État de Côte d'Ivoire concentre beaucoup de moyens à faire en sorte de nous protéger contre ce fléau. Au tout début, le président Ouattara a estimé qu'il fallait mettre en place un plan de lutte contre le terrorisme. Ce plan avait plusieurs composantes. Vous avez donc un plan d'équipement, un plan de renseignement,
un plan de formation des hommes, un plan de collaboration avec des pays amis qui peuvent nous apporter un plus en la matière. Mais au-delà de ça, il fallait faire en sorte que les zones impactées puissent connaître le minimum d'infrastructures socio-économiques. Ceci est très important parce qu'en réalité, ce que les gens ne disent pas souvent, c'est que la misère est le terreau du terrorisme, en réalité. La misère est le terreau du terrorisme. Il fallait donc créer chez nous des opportunités pour les jeunes, pour amener les jeunes à faire autre chose que de se diriger vers ce fléau. Il fallait les organiser en coopérative. Il fallait lancer au niveau du ministère de la Jeunesse des programmes. Dans le Nord, on a lancé beaucoup de programmes à l'attention des jeunes dans le Nord pour ne pas qu'ils se dirigent vers ce fléau. Donc tout ceci, c'est un ensemble de choses qui ont été faites pour nous prémunir contre le terrorisme. Quel peut être l'apport de la jeunesse? L'apport de la jeunesse, c'est qu'elle soit consciente et responsable pour se dire que ça n'a pas de sens que d'aller vers cela. Se radicaliser, pourquoi faire? C'est plutôt donc d'aider les pouvoirs publics par le renseignement. C'est ce que je dis. Moi, chaque fois que je suis donc au nord, puisque c'est ma zone naturelle, et que c'est là que le terrorisme, comment dirais-je, que nous pourrons avoir donc des accès de terrorisme, chaque fois que je suis au nord, que je suis en meeting ou en réunion avec des populations, je leur dis, lorsque vous constatez que quelque chose ne va pas, n'hésitez pas, voyez donc à la préfecture, à la gendarmerie ou ailleurs, dites-leur il y a telle chose qui va pas. C'est comme ça que l'on peut arriver. Le renseignement est à plus de 50% dans la lutte contre le terrorisme. Une fois qu'un pays est bien renseigné, ce pays se prémunit de façon importante contre le terrorisme. Et je peux vous dire qu'en la matière, nous avons fait des investissements importants en matière de renseignement. Et comme on dit, l'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. Prions Dieu que la Côte d'Ivoire soit donc sous donc, les ailes du Tout-Puissant et que rien ne nous arrive. Pour le moment, tout se passe bien. Prions Dieu que les choses continuent de se passer comme on le souhaite. Nous prions Dieu effectivement, mais nous continuons nos échanges avec la prochaine intervenante. Il s'agit de mademoiselle Traoré Fatoumata. J'ai 27 ans, je suis entrepreneur dans le domaine agricole. Monsieur le ministre d'État, quelle est la mission du génie militaire à Odjéné? Et en tant que fille et jeune d'Odjéné, pourquoi vous avez choisi Odjéné? Merci bien, monsieur le ministre. Merci, je vous ai parlé tout à l'heure du projet GOF. En fait, le projet GOF, c'est un projet qui consiste à équiper les armées d'un certain nombre d'équipements, enfin, équipés d'équipements, ça peut se dire, d'un certain nombre d'équipements, pour faire des travaux d'intérêt. C'est vrai que c'est à Odjéné que nous avons lancé, je pense que c'est au mois de mai dernier, nous avons lancé donc le projet GOF, mais le projet GOF couvre quand même un certain nombre de localités en Côte d'Ivoire. Vous avez donc une antenne à Séguéla, à San Pedro, à Bondoukou, je pense à, je ne sais pas si c'est à Boaké ou bien à Boaké, et puis à Odjéné. Il y a 5 localités qui sont concernées. Ce sont des investissements importants. C'est ce que je disais tout à l'heure. Le projet GOF consiste à former des militaires pour donc la conduite des équipements que nous avons achetés. Ces équipements serviront à faire des reprofilages de routes, à construire des bâtiments d'intérêt, que ce soit donc des dispensaires, des écoles, ainsi de suite. Donc c'est vraiment c'est le génie militaire en quelque sorte que nous voulons développer parce que le génie militaire participe donc à maintenir les militaires en fonction dans le travail. Et ceci est important. Donc Odjéné, c'est vrai, mais aussi San Pedro, Bondoukou, Séguéla, et puis je pense qu'il y a une 4e ville dont je ne me rappelle plus, je ne sais pas si c'est Boaké ou bien c'est ailleurs. Mais ceci participe de cela. Voilà, madame. Merci encore, monsieur le ministre d'État. Nous tirons, malheureusement, j'ai envie de dire, vers la fin de cet entretien. Nous allons donc laisser la place à la dernière intervenante. Il s'agit de madame Zadig Jessica Raymond. Je vous souhaite une chaleureuse bienvenue parmi nous. J'ai 28 ans. Je suis titulaire d'une maîtrise en droit privé et je suis toujours en quête d'emploi. J'ai un neveu de 6 ans. Monsieur le ministre d'État,
qui m'a dit une fois, Tata, viens, je vais te montrer ma cachette quand il y aura la guerre. Je suis également maman d'un petit garçon de 6 mois qui pèse 10 kilos. Vous comprenez avec moi, Monsieur le ministre d'État, qu'il a un lourd poids. Et donc, en cas de crise, ça serait difficile pour moi de me déplacer avec lui d'un point A à un point B. Et les propos de mon neveu de 6 ans montrent également à quel point le mal est profond et à quel point aussi certains Ivoiriens ont peur. Parce que s'il a pu dire ça, cela dépend de ce qu'il entend chaque jour autour de lui. Monsieur le ministre d'État, est-ce que vous pouvez nous donner l'assurance, s'il vous plaît, ici et maintenant, à tous ces jeunes qui sont ici, que vous ferez tout ce qui est en votre pouvoir pour nous protéger, pour protéger la jeunesse, pour protéger les Ivoiriens? Parce que nous autres, nous n'avons que la Côte d'Ivoire. Et nous n'avons nulle part où aller. Je vous remercie. Merci beaucoup, petite soeur, je dirais même ma fille, hein, parce que non, je voulais vous rassurer. La Côte d'Ivoire a connu des moments très difficiles. La situation que nous avons connue en 2011 est une situation que je qualifierais d'exceptionnelle. Je pense, de ma connaissance de tout ce qui se passe au quotidien, que les Ivoiriens, dans leur grande majorité, ne veulent plus retourner dans cette situation vécue en 2011. Ça, je peux vous le dire sans me tromper. Le président Ouattara, depuis 2011, a essayé de créer les conditions pour que nous puissions vivre ensemble. C'est vrai que nous avons des différences. On peut avoir des différences d'opinion. On peut avoir des différences d'appréciation des situations. Mais ce qu'il faut privilégier, c'est la Côte d'Ivoire qu'il faut privilégier. De ne pas retomber dans les erreurs d'avant. De 2011, après que nous ayons essayé de corriger tout ce que nous avions corrigé jusqu'en 2012, à partir de 2013, les Ivoiriens se sont mis ensemble jusqu'à maintenant. Depuis quelques moments, depuis, disons, le début de l'année, nous assistons à des situations que je qualifierais de difficiles, mais ce sont des situations, dans le même temps aussi, que je qualifierais de normales. Vous savez, chaque fois que nous rentrons dans une campagne présidentielle, les passions se réveillent. Mais il faut que nous puissions avoir la grandeur d'esprit de nous mettre au-dessus de nos petites personnes. Privilégier la Côte d'Ivoire. Et je peux vous dire que nous faisons tout au quotidien pour éviter des situations qui pourraient mettre mal à l'aise la cohésion nationale. Vous avez des dérives langagières. Vous avez des comportements irrespectueux. Vous avez des situations qui sont très difficiles. C'est vrai. Les gens peuvent accuser le gouvernement de ceci, de cela, mais nous avons le devoir de ramener les gens à la raison et nous le faisons dans les règles. On ne va pas au-delà des règles. Tout ce que les gens peuvent dire, ce sont des montages en réalité. Nous faisons les choses dans les règles. Nous essayons d'amener les gens à comprendre que se radicaliser, prendre des options radicales, dire des choses qui vont à l'encontre de la cohésion, ce n'est pas de bonnes choses. Je peux vous rassurer, ma soeur, ma fille, nous faisons tout pour que ce climat qui a prévalu depuis de nombreuses années puisse encore se maintenir pendant longtemps. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de vivre ce qu'elle a vécu en 2011. Je peux vous assurer que nous ferons tout. Rassurez votre jeune frère, il vivra en paix, tout se passera bien, c'est ce que je peux vous dire.
Monsieur le ministre d'État, nous voici donc au terme de notre entretien avec les jeunes. Je pense que si vous aviez un dernier mot à ajouter pour clôturer donc cet échange avec Focus Côte d'Ivoire, quel serait aujourd'hui le mot de fin selon vous, monsieur le ministre d'État? Écoutez, moi je voulais vous remercier de m'avoir donné cette opportunité de pouvoir m'adresser à vous. C'est vrai que je n'ai pas souvent ce genre d'échange et je peux même dire que c'est la première fois que j'ai un échange de cette qualité. Et je voudrais vraiment vous en féliciter. Vous dire que je l'ai toujours pensé, nous avons une jeunesse qui est formidable. Quand je vous ai écouté ce matin, je réalise que, au moins, comment dirais-je, on peut partir tranquille. Vous êtes là pour la relève et ceci est très important. Donc je voulais vous dire, faites-nous confiance. Nous œuvrons à faire en sorte que les choses se passent au mieux. Ce n'est pas facile. Ça demande beaucoup de sacrifices de notre part. Mais ce n'est pas des sacrifices vains. Chaque fois qu'on peut apporter quelque chose à quelqu'un, il faut le faire de bon cœur. Et je peux vous dire, vous les jeunes, qu'il faut que vous osez. Oser, c'est d'être inventif. De dire, c'est vrai, on nous a mis là, mais est-ce que je ne peux pas me mettre là pour faire mieux? Bon, je vous y encourage fortement. Vous avez la chance que nous n'avons pas eue. Vous avez donc un monde qui est autre que ce que nous avons vécu à notre jeunesse. Vous avez un monde où il y a tellement de possibilités de faire ceci, de se reconvertir à cela. Il faut que vous saisissez cette chance-là. Je sais que ce n'est pas facile, mais je vous encourage à saisir cette chance. Ceci est important. Je voulais encore une fois vous dire merci. Merci de m'avoir donné cette occasion et puis vous dire, nous sommes là, nous sommes à disposition. Que Dieu garde la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Amen.